Oui, c'est bon. Bonjour, bienvenue à Fun with Feature Flags, dans laquelle on va parler de Feature Flag. On va commencer par se présenter. Je m'appelle Léonore Desplats et je travaille pour Soprasteria en tant que tech lead et archi solution et quelques petites autres casquettes. Je suis accompagnée de Mathieu. Donc, bonjour à tous. Hop, hop, on va mettre peut-être un peu plus près. C'est bon, tout le monde entend? Même là-haut? Avec mon rhume, c'est pas très pratique. Donc Mathieu, je travaille aussi à Soprasteria. Je suis ce qu'on appelle un tech advocate, donc je m'occupe de la communauté technique chez Soprasteria pour essayer que les techs s'amusent pas mal. Et puis j'ai quelques occupations sur mon temps libre autour de GitLab, d'Air de DevOps et de Volcamp. Si vous connaissez pas l'Auvergne, je vous invite à venir à Volcamp. C'est le DevFest auvergnat qui a lieu en octobre. Bon, on n'est pas là pour parler de nous. Il y a un peu d'écho, mais ça va le faire. On est là pour parler de Feature Flag. Qui a déjà entendu parler de Feature Flag? Ok, vous pouvez y aller. Merci. Bon, on va essayer de vous apprendre des trucs quand même, hein, mais bon. On va refaire un petit rappel rapide pour réexpliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ça a d'autres noms, Feature Toggle entre autres. C'est un pattern de développement qui permet d'activer ou non une fonctionnalité dynamiquement sans avoir à redéployer l'application. C'est pas pareil que le Canary Deployment. Canary Deployment, pour ceux qui connaissent, c'est on déploie deux versions de l'application et en fonction du trafic, on dit tu vas plutôt sur la V1 ou sur la V2, mais c'est vraiment deux versions de l'application. Là où, avec les feature flags, on va être dans la même version de l'application et dynamiquement, on va pouvoir dire tu vas à gauche ou à droite. C'est quand même pratique si vous ne faites pas du cube de pouvoir faire ça parce que quand même le Canary Deployment c'est plutôt pratique avec cube. Mais vu qu'on n'a pas besoin de cube pour tout, petit message à bon entendeur, ça peut être pratique de pouvoir faire quand même des tests un peu en prod sur nos utilisateurs finaux. L'idée, c'est pouvoir observer un petit peu en fonction de si mon bouton il est bleu ou il est vert, si mon bouton il est en haut ou il est en bas, etc. par exemple, voir un peu comment mes utilisateurs réagissent et est-ce qu'ils vont plus loin dans leur parcours client, etc. Donc c'est en gros comment faire tester à vos utilisateurs réels en production les use cases que vous avez en tête. C'est ce qu'on appelle la mise en place typiquement de l'A/B testing pour la partie fonctionnelle. Donc c'est le pendant technique de la partie fonctionnelle. Le GIF parfait, je tiens à le dire quand même. J'étais content quand je l'ai trouvé. Bon, on va vous montrer tout ça un petit peu pour comprendre comment ça marche. Donc avec Léonore, on aime bien faire du Go depuis l'an dernier. Donc du coup, on a fait un truc en Go. Donc vous allez voir qu'on a fait... Ah, c'est vraiment... la réverbération, c'est... Peut-être le micro, je sais pas. T'as coupé? Bon. Donc, on a fait un magnifique site qui parle de drapeau. Donc, par défaut, j'ai mon drapeau français avec une petite explication de son origine et tout ça. L'idée, comment je pourrais faire pour tester en fonction de mes utilisateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je pourrais évidemment faire un truc un peu bourrin, où si tu es sur Chrome, tu as telle version de la page, ou si tu es sur un autre navigateur, tu en as une autre. Donc je redémarre. Ah, et là, on voit que sur mon Chrome, maintenant, je suis passé sur le Portugal. Pourquoi le Portugal? Parce que Léonore est à moitié portugaise, donc petit dommage. Par contre, si je vais sur Safari, j'ai toujours mon drapeau français. Ok, jusque-là, c'est pas très compliqué, je pense que vous comprenez. Mais bon, ça reste quand même très statique, je peux pas voir un peu, je peux pas savoir quels utilisateurs vont être sur Chrome, etc. Donc après, je peux essayer, imaginer, rajouter un peu de random. Là, très compliqué, je rajoute un random. Donc pour les utilisateurs de Chrome, potentiellement, ils vont avoir deux fonctionnements différents. Donc notre ami Safari, on va le fermer. Et donc là, si je rafraîchis, mais si je ne redémarre pas mon serveur, il ne va pas le savoir. Si je rafraîchis, un coup, je vais avoir le Portugal, et un coup, je vais avoir le plus beau drapeau du monde, l'Auvergne. Comme vous l'aurez compris, je viens de là-bas. Donc voilà, c'est quand même pratique. Bon, ok, c'est intéressant, mais c'est quand même encore très dans le dur, quoi. Et puis vous allez me dire, oui, mais maintenant, on est en 2024, on sait externaliser la configuration pour pas que ça soit en dur dans le code. Vous avez totalement raison. Donc, ce qu'on va faire, elle est là. On va utiliser ce qui s'appelle Viper. Viper, c'est une petite librairie en Go qui permet de facilement exporter de la configuration. Et donc là, je vais pouvoir exporter, savoir si mon flag est activé ou pas dans de la config. Donc, comment ça marche? Hop. Init Viper, que j'ai pas mis au bon endroit comme d'hab, qu'il faut mettre dans le main. Viper, voilà.
Et donc là, en gros, hop, ça va plus lisible. On va lui dire que j'ai un fichier de config qui s'appelle .env. Je vais aller le lire. Par défaut, si je trouve pas la clé que je cherche, je la mets à false. Je suis malin, je fais un petit watch config. Comme ça, du coup, si je modifie ma config en prod, automatiquement, ça va la recharger. J'aurai pas besoin de redémarrer l'application. Et puis, je stocke tout ça là-dedans. Donc mon fichier .env, il est hyper complexe. Voilà, j'ai mis un toggle viper, égale true, pour dire est-ce qu'il est activé ou pas. Donc par défaut, on va dire que je ne l'active pas. Ce coup-ci, je pense à redémarrer mon serveur. Donc, tac. En gros, s'il n'est pas activé, je suis censé avoir tout le temps le drapeau français de base. Et je retrouve bien mon drapeau français. Si je l'active, hop, 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 hop. Donc là, j'ai pas besoin de redémarrer mon serveur. Et du coup, un coup sur deux, en moyenne, j'ai soit le français, soit l'auvergnat. Donc c'est un peu mieux, mais c'est quand même pas idéal, parce qu'il faut quand même que j'aille accès au fichier de config, que j'aille le modifier en prod, etc. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Et du coup, peut-être que les feature flags vont pouvoir m'aider, mais est-ce que tu as une idée de qu'est-ce qui pourrait m'aider, Léonore? Eh ben oui, il se trouve qu'il y a un super outil qui s'appelle Unleash. Hop, Qui connaît Unleash? Est-ce qu'il y en a qui connaissent? ok, quelques-uns, c'est bien. Donc, Unleash, c'est un outil qui permet de faciliter la mise en place de feature flags en permettant d'avoir une IHM dans laquelle on va venir décider, implémenter, choisir et configurer nos feature flags. Et on va pouvoir aussi avoir quelques stats sur l'utilisation de ces feature flags. Et l'autre point, c'est qu'il y a donc des API et des SDK qui sont disponibles dans pas mal de langages différents. Il y a une version communautaire qui, pour l'usage qu'on en a eu jusque-là, a été suffisant, mais il y a aussi une version payante avec quelques fonctionnalités supplémentaires quand on a vraiment des grosses applications, des prods importantes. Il y a d'autres concurrents qu'on n'a pas testés pour le coup, parce que, pourquoi est-ce qu'on a choisi Unleash déjà? C'est parce que c'est l'outil qui est utilisé par GitLab et que c'est par là qu'on s'est intéressé au feature flag en voyant que ça existait. Comment ça marche Unleash plus précisément? Il y a 3 API, donc. Il y a une API qui est pour la partie admin et donc qu'on accède via l'interface, mais qu'on pourrait aussi venir appeler via des scripts si on veut avoir quelque chose d'un peu plus industrialisé. Et il y a les SDK. Il y a les 2 autres API qui sont les clients API et les front-end API qui sont utilisés par les SDK côté back ou par les SDK côté front. Les SDK, ils font pas que des appels API. En fait, ils ont un cache de la config qui viennent rafraîchir régulièrement et qui est configurable. Et ils font la décision d'utiliser ou non le flag, c'est fait localement. Ça évite de surcharger l'API. Ce que j'ai pas dit, c'est que dans Unleash, les feature flags, c'est pas juste du on-off. Mathieu vous le montrera dans la démo qui va venir. Mais il y a des stratégies qu'on peut mettre en place où on va venir mettre des règles, un peu comme sur du Canary Deployment, que ce n'est pas, mais les principes sont similaires. Et puis voilà. Je vais donc laisser la main à Mathieu pour la démo. Donc l'idée, c'est de vous montrer un peu comment Unleash ça marche. Donc pour le moment en local, je suis pas trop joueur. Comment ça marche? C'est assez facile, hein. Il y a une image Docker qui est dispo. J'avais un truc, ouais. Donc il y a deux conteneurs à démarrer, l'image Unleash évidemment, et après il y a une petite base Postgre, parce que du coup il stocke quand même quelques informations par rapport, comme le disait Léonore, il y a une partie cache et puis toute la partie configuration, donc on va pouvoir avoir là-dedans. Ça ressemble à quoi? Alors, il est où? Il est là. Ça ressemble à ça. Donc en gros, je vais pouvoir avoir différents projets, donc en gros différentes applications que je veux gérer via des feature flags, donc une qui s'appelle Default, qu'on utilisera aussi pour la démo. Dans chaque projet, je vais pouvoir avoir plusieurs environnements, parce que je vais pouvoir activer, je vais avoir mes environnements de dev, de test, de pré-prod, de prod, donc je vais pouvoir facilement dire j'active telle feature dans tel environnement, pour par exemple j'ai une équipe de testeurs, je vais pouvoir les faire tester avant de pousser en prod, etc. Je vais avoir un ensemble de métriques, alors qui sont assez light, hein, c'est pas ça qui va révolutionner votre monde. La partie event log, c'est pour savoir si quelqu'un est venu changer la configuration, activer ou pas une feature. Donc on va tester quand même pour voir que ça marche, que je ne vous raconte pas que des bêtises. Donc, hop, hop, hop. On va faire ça toujours dans notre super appli. Tac.
Ah, bête. Tuc. Il m'a pas volé. Évidemment, l'effet démo que j'avais pas prévu. Bien, vas-y, on force checkout. On refait sur la bonne branche, désolé. On fait checkout. OK. Donc, je vais pouvoir initialiser Unleash. Comment ça marche? Il suffit de faire un petit init. En gros, j'importe la librairie cliente dont Léonore a parlé, les SDK. Ensuite, je vais lui donner quelques arguments. Quel est le nom de ma feature, sur quelle application je veux déployer, donc la default, quelle est l'URL de mon serveur Unleash, donc on retrouve le localhost 4242, et après, évidemment, un token pour pouvoir aller interroger l'API. Ensuite, j'ai juste un Unleash initialize à mettre en place, qui va en gros créer le client et la connexion au serveur. Ensuite, dans mon bout de code, j'ai juste changé pour dire, au lieu de faire le bout de va chercher le flag dans la config, interroge Unleash pour savoir si la feature est activée ou pas. Donc ma feature, je l'ai appelée toggle localhost. Donc je vais en créer une nouvelle, togglehost, démo, Strasbourg. Donc il va me dire que ça existe déjà, donc on va l'appeler 2 pour être hyper original. Donc voilà, donc ensuite il me l'a créé. Donc je vais pouvoir, on retrouve mes environnements. Donc par défaut, vous en avez 2, dev et prod. Par défaut, c'est désactivé. Je vais pouvoir choisir une stratégie. Donc c'est là où vous allez pouvoir définir combien d'utilisateurs vont recevoir la nouvelle feature ou pas. Donc là, on va dire que 1 sur 2, c'est pas mal. Tac, et que je veux du random. J'ai pas forcément de velléité de savoir plus ou moins en fonction de est-ce que c'est sur Chrome ou sur Safari, etc. Je sauvegarde. Et là, par défaut, c'est pas activé. Donc normalement, si je redémarre mon application, je retourne sur ma démo, et je me retrouve toujours avec mon fameux drapeau français. OK, maintenant je veux l'activer. Donc je retourne là, et je dis OK, en production, c'est parti, on est chaud. Add stratégie, tac, hop, random, save. Et voilà. Donc là, normalement... Ah mais du coup, c'est ce qui me semblait, je l'ai mis 2 fois. Ça sert à rien. Je vois qu'elle est là. Je vais pouvoir l'éditer si vraiment je veux changer, si je vois que ça se passe très mal, tout de suite à désactiver, etc. Je vais avoir des métriques pour savoir un petit peu combien de personnes ont reçu ou pas la feature. Donc là, on va faire last hour. Et donc là, le mode classique, je bourrine en mode refresh. Donc c'est là où on voit qu'il y a un petit cache dans Unleash. C'est que par défaut, je ne l'ai pas tout de suite, ma feature. Là, je ne l'ai pas du tout, ce qui est encore mieux. Ah, c'est mon underscore 2. Merci, il y en a qui suivent. Tac, il y a surtout ça, et il y a surtout potentiellement aussi que mon projet... Est-ce que j'ai le bon token? Normalement, oui, je vais en recréer un pour être sûr. On va l'appeler démo pour la prod. Create token, je copie. Touc. Hop, il est bon. Donc là, on n'oublie pas de redémarrer le serveur. Et donc là, si tout se passe bien cette fois-ci, normalement, je retrouve bien un nouveau drapeau pour pouvoir avoir que ma feature est activée. Au bout d'un certain temps, je retourne sur mes métriques. Donc ça met un peu de temps, hein. Il ne fait pas du pull direct sur le serveur pour savoir qui a cliqué quand, mais vous allez voir que petit à petit, vous allez avoir le nombre de calls qu'il y a eu globalement sur l'application et combien ont reçu ou pas le flag. Donc c'est assez intéressant pour voir un petit peu comment ça se comporte. Après, ce n'est pas ça qui doit vous servir dans votre business, parce que savoir que la feature a été activée ou pas pour 3 personnes, ok, c'est intéressant, mais vous, ce qui va vous intéresser, c'est d'outiller toute cette donnée pour savoir, ok, les personnes qui ont eu la feature activée ont validé le panier au bout du compte, ou moins que d'habitude s'ils ont eu la feature. L'idée, c'est vraiment d'aider votre business à savoir un petit peu si les use cases qu'ils ont imaginés vont aider l'entreprise à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés, pas forcément financiers. Est-ce que voilà, j'ai reçu mes 3 exposures, et donc je joue. Donc là, je suis à 33%, et petit à petit, plus on aura de calls, plus on pourra voir que c'est intéressant. Donc vous voyez, c'est assez simple à mettre en place. On peut le faire comme ça.
Après, on vous l'a dit, pourquoi on a choisi Unleash? C'est parce que Unleash, c'est le moteur de feature flag qui a été choisi par GitLab comme moteur de feature flag par défaut. Parce que oui, dans GitLab, quand vous faites du GitLab, vous avez l'option de pouvoir gérer vos feature flags directement depuis votre projet. Donc vous allez pouvoir dire, ben, exactement comme j'ai fait dans Unleash, en gros, vous allez substituer GitLab à la place du -m Unleash. Vous allez pouvoir lui dire, hop, je veux un toggle GitLab démo pour un pourcentage de rollout, 50%, un classique, et toujours pareil sur du random. Là, si vous gérez les environnements, pour ceux qui connaissent GitLab, vous pouvez choisir sur quel environnement. Donc en gros, vos applications dans le niche, vous allez pouvoir choisir. Là, par défaut, j'active pour tous les environnements que je peux gérer. Ensuite, comment je le configure? On verra que c'est un petit peu différent, je vais vous montrer. On retrouve notre API URL, évidemment, et on retrouve une instance ID. C'est un peu différent de quand on est en local, qu'il faut configurer. Donc là, je rebascule sur ma branche GitLab, qui est là. Ce checkout. Donc je retrouve bien, j'ai mon code Unleash, il ne change pas, c'est juste mon initialisation qui va changer. Init Unleash GitLab. Donc là où je vais retrouver mes petits paramètres, donc je vais l'appeler démo si je ne dis pas de bêtises. AppName, je vais pouvoir mettre étoile vu que j'ai choisi tous les environnements dans GitLab. Je retrouve mon URL de GitLab pour l'API et puis mon instance ID qui était définie ici. Je n'ai rien inventé. Je redémarre mon application. Et donc là, pareil, par défaut, elle est activée. Donc normalement, je dois voir mon drapeau changer en fonction du nom de call. Et un autre magnifique drapeau, celui de l'Alsace. Voilà. Et pour vous montrer que ça marche bien, si je vais dans GitLab, que je désactive, parce que je dis, oula, pour une raison X ou Y, j'ai un gros bug, je ne me suis pas rendu compte que je n'avais pas testé un use case et ça fait tout planter, je désactive. Donc là, il y a toujours le petit cache, et au bout d'un moment, on n'aura plus que le drapeau français, normalement. Voilà. Au bout de quelques secondes, j'ai plus que le drapeau français, donc je peux rapidement revenir en arrière si pour une raison X ou Y, je me rends compte que j'ai fait une bêtise. Bon, après, je te vois faire des gros yeux. Oui, je fais tout en local. Mais en 2024, on fait du cloud. Est-ce qu'on peut faire du Unleash sur le cloud? Mais bien sûr, on peut. On peut et on a fait. Et on va donc s'envoler vers le cloud. Les nuages, on s'envole, tout ça. Lui, il a compris. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé d'abord sur ECS dans AWS. ECS qui donc c'est Elastic Container Service et un genre de kube managé. Le développement est assez simple finalement. L'architecture, je vous la décris rapidement, c'est que j'ai un VPC dans AWS avec 2 sous-réseaux, un privé, un public. Mon ECS, j'ai un cluster ECS avec 2 services dedans, le service Unleash et le service applicatif, notre application FunWithFlex. Les 2 sont en privé et sont exposés par un application load balancer. Et les appels de mon application à Unleash se font dans le réseau privé, ce qui, 1, est plus sécurisé et 2, coûte moins cher. L'autre point, c'est qu'il y a une base de données Postgre qui est également hébergée sur AWS. Bon, maintenant que je vais vous dire ça, je vais vous montrer. Et pour vous montrer, je vais vous faire jouer un petit peu. Vous pouvez scanner cette application et vous allez chacun recevoir votre drapeau. Je vous laisse scanner et pendant que vous faites joujou, je vous montre comment ça marche. Alors, hop. C'est bon? 3, 2, 1, fini. Donc, mon cluster, c'est assez simple. Je vais aller assez vite sur la partie AWS parce qu'il n'y a pas tant de choses à voir que ça. J'ai donc un cluster avec mes 2 services, FunWithFlex et Unleash. Je ne vous ai pas menti. Ma base de données, hop, RDS. Chuck. Voilà, j'ai une base de données Postgre. Hop, et je vais vous montrer. J'ai fait quelques petites modifications dans le code, mais assez léger, puisque finalement, premièrement, j'ai dû... je retrouve mon truc. Checkout. Hop, non, zut. Ça, ouais. Oui. Okay. Donc, j'ai fait des petites modifications. Première modification, c'est que j'ai rajouté des variables d'environnement, puisque tout en dur, c'est pas ouf quand on fait du cloud. Hop.
Et deuxième point, c'est que j'ai changé un petit peu la façon dont ça marche. C'est que j'ai différentes pages, donc vous voyez tous mes différents drapeaux. Et on retrouve ce petit truc qu'on n'avait pas tout à l'heure, qui est le getVariant. Alors, qu'est-ce que c'est un variant? Eh ben, c'est une fonctionnalité que je trouve assez cool dans Unleash, que je vais aller vous montrer. Hop, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, dans mon environnement défaut, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que sur la version gratuite, on peut avoir qu'un environnement, enfin qu'un projet qui est défaut, et on n'a que 2 environnements qui sont développement et production. Si ça veut bien venir. Donc ça, c'est le Unleash qui est déployé sur AWS, mais AWS est cassé, donc c'est ballot. Ah, t'aurais pas changé d'IP? Si le Wi-Fi a changé d'IP, oui. Sinon, je suis sur le même Wi-Fi que tout à l'heure. Attends. La sécurité avant tout. Voilà, c'est ça. J'ai mis de la sécu, mais j'aurais pas dû. Security group. Hop. Pourquoi je le vois pas? Là. Hop. Mon port 80. Je pense qu'un bon vieux étoile, ça marche. Oui, ok. Allez, temporairement. Vous faites pas de bêtises. Hein. Allez, marche. Bon, sinon, je peux vous expliquer le concept. Ah, c'est mieux. Hop. Donc, j'ai dans mon environnement de développement, j'ai une stratégie qui n'est pas super intéressante en soi, puisque la stratégie, elle est activée pour tout le monde. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'ai dans la partie variant, en fait, je peux venir ajouter des métadonnées à mon flag. Et là, des métadonnées et un poids associé. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un variant par drapeau. Chacun à 20%, donc vous aviez 20% de chance d'avoir votre drapeau. Et on va voir en vrai combien vous avez eu. Bon, voilà, on n'est pas loin des 20%. Alors pour ceux qui n'ont pas scanné, je peux vous montrer ce que ça donnait. C'est que si on rafraîchit, on retrouve voilà, nos différents drapeaux. Un truc qui est dommage dans Unleash, pour le coup, sur les variants, c'est que dans les métriques, finalement, je ne retrouve pas cette notion de variant. Alors c'est vrai que c'est pas forcément super intéressant en soi, parce que on peut faire confiance à Unleash, in fine, on va avoir 20%. Mais du coup, voilà, on a implémenté dans notre code la partie métrique. Si je retrouve, non, c'est pas cette fenêtre. Hop. La partie métrique qui permet donc qu'on peut venir récupérer les informations, ce qui peut être aussi intéressant si on veut venir exploiter ces métriques via des outils OpenTelemetry, etc. Ok. Bon, ça c'était pour ECS. Mais dans le cloud, qu'est-ce qu'on fait souvent? On fait aussi souvent des lambdas. Si je retrouve, check. Hop. On pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on ferait du feature flag avec des lambdas, parce que c'est vrai que dans les lambdas, c'est assez facile de mettre en place du canary deployment, etc. Parce que je ne sais pas si vous connaissez lambda, mais on a la possibilité d'avoir facilement plusieurs versions avec des alias et de rediriger des flux vers une ou l'autre des versions, un petit peu comme on fait là. Mais on a quand même toujours la problématique d'avoir plusieurs branches de code à maintenir, alors que là, on n'en maintient qu'une. Donc c'est assez simple finalement, la lambda, ça ressemble à ce que vous avez vu jusque-là. J'ai mis une petite layer qui permet d'avoir la dépendance d'Unleash. Et ensuite, dans ma fonction init de ma lambda, donc qui ne sera pas réexécutée à chaque fois, je fais l'init de mon Unleash. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu me brancher au GitLab, comme tout à l'heure. Et ensuite, dans mon handler, je regarde juste si mon drapeau et si mon flag est activé ou pas. Et en fonction de ça, j'envoie enabled ou disabled. Alors, est-ce que mon drapeau est activé? C'est une bonne question. Oui. Hop. J'ai oublié de renommer mon projet. Les démos seront dispo après, hein, enfin le code, c'est pour ceux qui veulent. Yes. Alors là, c'est activé pour l'instant. Donc, je devrais avoir, quand je teste, j'ai pas de payload particulier. Hein. Quand je teste, hop, est-ce que c'est assez gros? Oui, ça va. C'est un peu tard pour me poser la question, si.
Oui, donc là, ça me dit bien que c'est activé. Je vais aller faire la modif dans GitLab. Je désactive. Hop. Et pour l'instant, c'est encore activé. Il y a donc le cache aussi. On peut voir que le cache fonctionne aussi sur les lambda parce que la partie init n'est pas rejouée systématiquement. Ce qui permet quand même de sauver des ressources. Et là, voilà, c'est bon, c'est disabled. Ok, ça conclut ma partie démo. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que l'autre avantage d'utiliser des feature flags dans une lambda ou dans autre chose, c'est qu'on peut utiliser des flags permanents. Par exemple, ce qu'ils appellent des kill switch, qui ont des durées de vie, c'est permanent, comme j'ai déjà dit. Ça peut être utile, par exemple, si vous avez une période de maintenance, hop, vous activez le flag kill switch, et puis votre application n'est plus accessible, vous avez un petit message qui vous dit on vient bientôt, tout ça, tout ça. On peut se poser la question, comment ça scale? Parce que c'est vrai que dans le cloud, on utilise des ressources qui, très souvent, font de l'autoscaling et des choses comme ça. En fait, Unleash propose quelque chose pour ça. Alors, il ne propose pas de scale l'API, mais il rajoute un composant qui s'appelle Unleash Edge, qu'on vient rajouter au milieu. Ce composant, il est hautement scalable. Il est disponible en ligne ou hors ligne, ce qui fait qu'on peut venir charger la configuration et ensuite le mettre en ligne, donc dans des environnements sécurisés. Ça peut être pratique. Ce composant, il a également un cache, du coup, et il vient se rafraîchir régulièrement, sauf s'il est hors ligne, bien entendu. L'autre avantage de la partie Edge, c'est que si vous avez une application à l'international et que vous avez des zones avec des latences hautes, vous pouvez mettre le composant Edge au plus près des applications, ce qui fait que vous aurez quelque chose de plus performant. Bon, sur ce, je vais laisser Mathieu nous dire ce qu'on retient. Yes. Alors avant de retenir quelque chose, vu qu'il nous reste du temps, je vais vous montrer par contre la partie métrique. On vous avait montré que Unleash, il y avait des métriques, donc soit dans l'IHM, mais typiquement quand vous passez sur GitLab, vous n'avez plus les métriques. C'est un peu dommage pour pouvoir suivre. Donc c'est assez facile de pouvoir mettre en place votre suivi de métriques à vous. Tac, je vais recheck out ma branche du coup. Comment ça marche? Tac, tac, tac. Unleash, metrics. En gros, Unleash, il met à disposition des listeners où on va pouvoir écouter dessus et où il va balancer des infos régulièrement. Donc typiquement, on peut se brancher sur le debug listener et on va récupérer des metrics data. Donc c'est en gros notre payload que Unleash envoie si on a un admin serveur pour savoir combien de calls ont eu ou pas la feature. Donc c'est assez facile après de récupérer dans une structure en Go ou dans un objet en tout cas quels sont le nombre total de calls, quels sont le nombre total de calls qui ont eu la feature activée, donc on peut imaginer pareil avec les variants, etc. Pour pouvoir après facilement avoir notre suivi interne et puis après plugger ça sur un modèle d'analyse de données, tout ça. Comment ça marche? Donc là, vous voyez, j'ai juste instancié une structure, un listener qui va aller récupérer mes metrics data. J'ai perdu mon init de Unleash. Du coup, je vais le refaire là, par exemple. Unleash metrics. Il suffit de rajouter à mon init un listener en disant rajoute en plus des listeners classiques que tu as, mon listener, pardon, à moi, et puis pour que ça aille plus vite, je lui force qu'il rafraîchisse les données toutes les 10 secondes. Alors il faut en prod, attention, parce que ça va vite envoyer pas mal de choses. Et puis pour vous montrer que ça marche, on va faire un petit Unleash stat. Un petit handler, donc qui est juste en gros, je rajoute un handler sur mon application, et comme ça, sur /stat, on va pouvoir voir un petit peu en live ce qui me remonte. Du coup, hop, je reviens sur mon appli. Page not found, magnifique. Ok, mais c'est pas celle-là que je veux. Tac, on va faire ça plus propre. Donc, je veux un flags. Et je veux localhost. Bon, pardon, 8000. Stat. Donc là, en gros, c'est une magnifique page CSS. Vous pouvez voir mon talent en CSS. Mais en tout cas, vous allez voir, ça marche. Et donc là, si je refresh, donc là, je suis en train de refresher à gauche. Et normalement, petit à petit, je vais avoir mes stats qui se mettent à jour, sauf si j'ai pas activé ma feature, peut-être. Oui, parce que du coup, elle s'appelle toujours 2.
J'ai perdu mon init. Oui, elle est là. Non, pourtant le GitLab il s'appelait toujours 1. Oui, mais j'ai désactivé. Donc, c'est peut-être pour ça. Ça vous montre que ça marche. C'est fait exprès. Tac, démo. Deploy feature. Je la réactive pour que ça soit un peu plus parlant. Je retourne là-dessus. Donc toujours pareil, j'ai mon petit cache qui va mettre un peu de temps. Donc là, je vois que j'ai plus de calls déjà. Par contre, j'ai toujours pas. Allez, sois sympa. Non, t'as pas envie de t'activer là, j'ai l'impression. Non, parce que non, sur GitLab, je ne l'ai pas rechangé ici. Ah, démo, merci. Voilà. Et heureusement qu'il y en a qui suivent dans la salle, hein, parce que c'est une catastrophe. Hop, hop, ici bien enregistré. Elle est bien activée. Allez, ce coup-ci, c'est bon. Et là, merci pour le slide. Et donc normalement, ma page, petit à petit, elle doit se rafraîchir. Et on va y arriver. Voilà, donc on voit bien que j'ai récupéré, donc il y a 3 fois sur 12 où j'ai eu mon feature flag. Encore une fois, hein, ce n'est pas les stats qui sont intéressantes, c'est ce que vous allez pouvoir en faire. Donc vous voyez, vous pouvez quand même facilement après vous plugger sur les mécanismes natifs de Unleash pour pouvoir après faire votre monitoring qui va bien. Donc c'est là qu'on peut passer à la conclusion. Donc qu'est-ce nous on en a retenu, après peut-être que vous rien, mais on en est désolé. Les feature flags, c'est super simple à mettre en place. La plupart des outils sont globalement aussi simples que Unleash à mettre en place. C'est un outil qui va exposer des API qu'on va aller interroger pour savoir est-ce que ma feature est activée ou pas, avec des métriques de suivi, tout ça. Évidemment, il faut garder l'objectif que c'est cool niveau tech, mais qu'il faut que ça réponde à un besoin aussi niveau business. Alors business, pas forcément que pécunier, mais comment être sûr que, en fonction des idées qu'on va avoir, nos utilisateurs finaux vont mieux comprendre notre besoin ou comprendre ce qu'on veut leur faire avoir. Mais, il y a toujours un mais quand même, c'est pas que les bisounours. Ça peut vite devenir le bazar. Donc, ne gardez pas vos feature flags pendant des années. Un feature flag, ça doit être très court en termes de durée. C'est j'ai une idée, je l'active, j'observe, je constate si ça marche ou pas. Et après, décision, ça marche, je l'active définitivement. Ça marche pas, je fais un retour arrière et puis je repense mon use case. Mais ne gardez pas 500 feature flags, que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Et d'ailleurs, là-dessus, Unleash est intéressant, c'est qu'on peut créer différents types de flags qui ont une durée de vie, et il y a un petit indicatif visuel qui vous permet de savoir si vous avez dépassé la durée de vie prévue pour le flag. Mesurer l'usage, je pense que je l'ai assez dit, mais sans ça, de toute façon, vous allez juste savoir que vos utilisateurs vont avoir du bleu ou du rouge, ils seront bien contents, mais vous, ça ne vous servira pas à grand-chose. Et ça revient quand même globalement, l'idée c'est quand même de pouvoir tester en prod. Parce que l'idée, c'est de pouvoir tester avec des vrais gens qui n'ont pas conscience de tout ce que vous avez envie de faire. Donc, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Donc, tester n'est pas douter, mais ça, vous l'aviez tous. Mais il faut surtout aussi tester avant de mettre en prod, de gérer toute sa matrice de je teste tous les cas pour m'assurer que quand je vais mettre la feature en prod, ça ne va pas m'écraser la prod. Donc, ça revient à mon premier point de ça va être le bazar. Parce que plus vous avez de feature flag, plus votre matrice de test à faire, sur est-ce que la feature 1 est activée et pas la 2 et inversement. Donc si vous en avez 500, ça fait une matrice 500 par 500. Je vous laisse faire les maths pour savoir le nombre de cas de tests qu'il faut que vous ayez à mettre en place. Donc voilà, vous avez intérêt à automatiser pas mal de choses, mais attention quand même à bien penser que on va tester en production, donc ça peut avoir des impacts. Une petite ouverture, pour ceux qui connaîtraient pas, ceux qui connaissent les feature flags, ils connaîtraient pas, c'est Open Feature. C'est une communauté qui est assez récente, ils sont en incubating sur la Cloud Native Foundation. Mais l'idée, c'est de, justement, on voit qu'il y a de plus en plus d'outils sur le marché autour de ces feature flags, voir un peu comment on peut mettre un peu une normalisation de l'utilisation des feature flags dans les applications, donc via ce qu'ils appellent Open Feature, qui est en gros une spec visant un peu à décrire quels sont les fonctionnements natifs qu'on peut attendre d'un module de feature flag. Et l'idée, c'est tout bête, c'est en gros, on crée une abstraction du moteur de feature flag, donc avec un open feature set provider, donc là on va lui dire par exemple Unleash ou Statsig ou whatever. On code en open feature, et comme ça si demain je veux plus faire du Unleash, mais je veux en faire un autre, juste à changer mon provider, et j'ai pas besoin de changer tout le code qui pourrait être derrière. Donc c'est quand même assez pratique, et ça va pouvoir facilement étendre et normaliser l'utilisation des feature flags sur vos applications.
Il nous reste 5 minutes, donc déjà à vous dire merci d'être venus aussi nombreux. Les slides sont déjà en ligne si vous les voulez. Les démos seront en ligne d'ici 5 minutes quand j'aurai commité les modifs. Si vous voulez nous suivre, il y a nos handles. Si vous voulez nous dire que c'était nul, il y a l'open feedback pour nous le dire. Si vous voulez dire que c'était bien, vous avez le droit aussi. On le prendra pas mal. Et puis voilà, merci DevFest Strasbourg de nous avoir accueillis. Et puis on est ravis pour les questions s'il y en a. Merci à tous.